Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés nombreuses à ce webinaire. C'est le premier webinaire de l'Institut for Positive Food en 2025. Donc, nous allons aborder la question de la transformation des aliments et le concept d'ultra-transformation. Et pour cela, nous avons voulu croiser trois regards de trois disciplines différentes. Celle de la nutrition humaine à travers une première intervention de Véronique Braesco, celle du génie des procédés alimentaires avec une seconde intervention de Gilles Tristram et celle de la sociologie de l'alimentation à travers la troisième et dernière intervention d'Emmanuel Lefranc. Alors, vous le savez, le concept d'ultra-transformation est de plus que jamais même d'actualité, notamment du fait d'un récent avis de l'ANSES sur cette question qui sera présenté d'ailleurs par Véronique Braesco en lien avec d'autres rapports officiels sur ce sujet. Depuis une quinzaine d'années, des systèmes proposent de classer les aliments en fonction de leur degré de transformation et ces systèmes ont pour particularité de revendiquer en fait une approche holistique de l'alimentation car ils vont au-delà de la simple composition nutritionnelle des aliments en considérant des caractéristiques comme l'intégrité de la matrice alimentaire, la présence d'additifs et d'autres ingrédients dits cosmétiques ou encore même le marketing dont les aliments font l'objet. Alors, diapo suivante. Donc, je vais faire une petite introduction, notamment pour parler de la classification NOVA, enfin la présenter rapidement. Ah, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils n'entendent pas. J'espère que ce n'est pas généralisé. J'ai oublié de donner quelques informations techniques, pardon, je vais en profiter pour les donner. Premièrement, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Soit il est déjà ouvert, soit il faut cliquer en bas à droite. Et si certaines diapos vous semblent trop difficiles à lire, vous pouvez vous mettre en plein écran en allant sur affichage en bas. Voilà. Oui, je reprends. Dans son avis, l'ANSES a répertorié en fait 9 systèmes de classement qui intègrent le concept d'ultra-transformation. Et parmi eux, c'est le système NOVA qui est le plus répandu. Il a été développé par le professeur Carlos Monteiro au Brésil avec une première publication en 2009 qui a été suivie d'autres puisqu'il y a eu des mises à jour régulières de cette classification. Alors rapidement, voyons comment se répartissent les aliments selon le système NOVA. Il y a un premier groupe d'aliments dits NOVA 1 qui sont non transformés ou peu transformés. La définition est que ce sont des produits bruts ou qui ont subi une transformation considérée comme mineure. Et on va trouver dans ce groupe des fruits, des légumes, des viandes non transformées, du poisson, des œufs, etc. Aussi du riz, des pâtes. Le deuxième groupe est le groupe des ingrédients culinaires transformés. Et en fait, ce sont les ingrédients que nous utilisons couramment pour faire la cuisine à la maison. Donc les huiles végétales, le beurre, le sel, le sucre. Le groupe NOVA 3 est celui des aliments dits transformés. Alors ces aliments sont obtenus en fait en ajoutant les ingrédients NOVA 2 à des aliments NOVA 1 et en utilisant des méthodes de transformation considérées comme artisanales. Et donc on va trouver ici le pain frais, des fromages traditionnels, des conserves de légumes. Et arrive enfin le groupe 4, qui est celui des aliments dits ultra transformés. Alors, ces aliments résultent de procédés industriels intensifs sans équivalent domestique, comme l'hydrogénation ou l'extrusion. Donc, c'est la définition qu'on va pouvoir trouver dans les documents sur NOVA, ou qui contiennent des ingrédients qu'on ne trouve pas chez soi, comme des amidons modifiés, des colorants, des émulsifiants, des arômes. Alors la liste est longue, on ne va pas la lire entièrement, mais on cite souvent dans ce groupe les sodas, les chips, les nuggets, les barres chocolatées, entre autres. Alors en France, la consommation moyenne d'aliments ultra transformés représente près de 30% des apports énergétiques. Il y en a une consommation beaucoup plus faible en Italie et beaucoup plus élevée au Royaume-Uni et aux USA. Je vais ici vous donner une petite, un aperçu en fait du type d'études auxquelles ont donné lieu ce concept d'ultra-transformation. Il y a eu beaucoup de travaux, on n'aura pas le temps de tout traiter.
mais je voulais quand même, on voulait vous indiquer un peu le champ couvert par ces études. Donc, il y a des études qui développent les méthodes de catégorisation en fonction du degré de transformation, qui les comparent et analysent leur robustesse. Et c'est un point sur lequel reviendra Véronique Braesco dans sa présentation. Il y a des études qui observent le niveau de consommation des AUT dans différents pays et en fonction de caractéristiques sociodémographiques. Il y a des études qui analysent les caractéristiques de ces aliments ultra-transformés, qu'elles soient nutritionnelles essentiellement, mais aussi il y a des études sur les caractéristiques environnementales, économiques et toxicologiques. Il y a des études qui analysent le lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés et la qualité nutritionnelle ou la valeur santé de l'alimentation. Il y a aussi beaucoup d'études maintenant sur le lien entre la consommation des aliments ultra-transformés et l'état de santé. Et certaines études montrent d'ailleurs que ce lien est surtout porté par certaines catégories d'aliments, comme les aliments ultra-transformés à base de viande et les boissons sucrées. Il y a quelques études d'intervention et des études qui explorent les mécanismes. Et à ce titre, la forte densité énergétique des aliments ultra-transformés apparaît comme un facteur majeur pour expliquer leur effet. On a aussi des études sur le lien entre la consommation de certaines caractéristiques, certains composés en fait des aliments ultra-transformés, comme les émulsifiants, les édulcorants et la santé. Des études sur l'impact des différents procédés de transformation sur les aliments, avec des comparaisons par exemple entre du fait maison et du fait en industrie. Et Gilles Tristram abordera plus particulièrement ces aspects. Et enfin, des études sur la compréhension et la représentation des aliments ultra-transformés par les consommateurs. Et là, c'est Emmanuel Lefranc qui traitera de ce dernier volet. Donc, voici pour cette introduction. Et je vais maintenant passer la parole à Véronique Braesco, pour une présentation intitulée Concept d'ultra-transformation, une lecture de rapports d'agences scientifiques et sanitaires. Alors, Véronique Braesco est ingénieure agronome, titulaire d'un doctorat en nutrition et sciences alimentaires. Elle est ancienne directrice de recherche à l'INRA. Elle a ensuite développé le département de recherche en nutrition d'un groupe alimentaire, puis a été responsable du Centre de recherche en nutrition humaine d'Auvergne, CRNH. Et en 2007, Véronique a fondé VAB Nutrition, une société de conseil et de services dédiée aux industries alimentaires. À toi, Véronique. Merci de l'introduction, Nicole. Donc effectivement, moi, je vais vous parler des rapports qui ont été émis ces dernières années sur le concept d'ultra-transformation. Alors, ces rapports, donc des rapports que j'ai appelés institutionnels, ce sont en général des rapports à but consultatif, qui sont destinés à des structures décisionnaires et qui répondent à des demandes plus ou moins explicites, plus ou moins larges et qui ont différents niveaux d'approfondissement scientifique. Alors, il y en a un certain nombre de ces rapports. Je vais juste vous en présenter quelques-uns en insistant beaucoup sur celui de l'ANSES. Le premier niveau dont on parle, c'est celui de l'OMS et de la FAO qui effectivement se sont exprimés sur ce thème. Ceci étant, quand on regarde bien les documents qui sont présentés comme étant des positions de la FAO sur le concept d'ultra-transformation et la classification NOVA sont en fait rédigés par des groupes de scientifiques dans lesquels on retrouve les fondateurs de la classification NOVA, et l'OMS et la FAO font bien attention d'expliquer que ce qui est dans ces rapports, c'est l'opinion des auteurs et pas celle de la FAO, et que ça ne constitue pas une validation du système de classification NOVA en particulier. Alors, pour être tout à fait complet néanmoins, il faut préciser que dans un document de la FAO relativement récent qui présente la façon d'atteindre des alimentations saines, donc qui est une position plus qu'une analyse ou un rapport scientifique, là il est indiqué à la page 5, c'est pas du tout le sujet principal du rapport, il y a de plus en plus d'évidences qui suggèrent que consommer beaucoup d'aliments transformés selon la classification NOVA est délétère pour la santé, mais avec un lien très fort qui est fait entre
sur la qualité nutritionnelle des ultra transformés, qui reste du point de vue de la FAO et de l'OMS sans doute le point essentiel. Alors, si on revient ensuite à ce qui se fait au niveau national, en fait, c'est surtout en Europe que les agences se sont saisies de ce sujet. En Espagne et au Royaume-Uni, donc ce sont plutôt des positions que réellement des analyses très poussées, même si le Scientific Advisory Committee for Nutrition du UK est allé un petit peu plus loin. Et ces rapports vont traiter des classifications d'aliments qui permettent de déterminer quels aliments sont ultra transformés, des liens entre les aliments ultra transformés et la santé, de l'utilité ou de l'importance du concept des AUT et en particulier pour le rapport de l'ANSES, des effets délétères potentiels des procédés technologiques. Donc, je vais pas déflorer ce que Gilles va beaucoup plus développer, mais je voulais bien indiquer qu'en particulier le rapport ANSES, mais aussi le rapport espagnol font une distinction entre transformation et formulation, et l'ANSES en particulier a focalisé une grande partie de son rapport sur la transformation et l'apparition de substances néoformées en fonction des opérations unitaires qui peuvent être menées. Et à ce titre-là, ils ont élaboré, alors j'espère que vous pouvez voir, une espèce de de classification des procédés en fonction de leur risque sur l'apparition de produits néoformés. Et il y a en gros trois groupes de procédés. En rouge, ceux qui sont les plus susceptibles de générer des produits ultra transformés, des néoformés, et en vert ceux qui sont le moins susceptibles. Et j'ai juste pris quelques procédés pour montrer que dans l'analyse de l'ANSES, dans les procédés qui sont les plus susceptibles de générer des néoformés, bien on va trouver des procédés qui sont pas uniquement industriels, loin de là, comme le barbecue, le four avec des températures à cœur élevées, les plaques de grill, la friture à 180 degrés, les micro-ondes, et que à contrario on trouve dans les procédés qui sont les moins susceptibles de générer des produits néoformés, on va trouver des choses qui sont clairement des procédés utilisés dans l'industrie, comme les champs pulsés, la surgélation de raffinage, l'extraction toxique, etc. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse, mais bien sûr, la présence de néoformés, c'est la résultante de l'application de ces opérations unitaires, mais bien sûr des caractéristiques de l'aliment. Et donc, l'ANSES a caractérisé les différents aliments en fonction de leur teneur en lipides insaturés, en protéines, en sucres réducteurs ou en antioxydants, qui affectent le risque d'apparition de substances néoformées, ainsi que la teneur en eau et le pH. Et lorsque l'on combine en fait à la fois les procédés et les caractéristiques des aliments, selon divers scénarios. L'ANSES aime beaucoup travailler avec des scénarios et c'est vrai que c'est assez illustratif. Donc, soit en affectant le même poids aux caractéristiques qui viennent de l'aliment et aux caractéristiques qui viennent de la transformation, ou une pondération 2 fois moins importante ou 2 fois plus importante, bien l'ANSES arrive à classer une certaine quantité d'aliments. Ils n'ont pas pris tous les aliments, mais il y a une certaine liste. Et donc, en fait, selon les scénarios, le risque de voir des produits néoformés dans les différents produits peut varier, avec quand même des constantes, c'est-à-dire, par exemple, les céréales petit déjeuner issues de floconnage, comme par exemple les cornflakes, sont toujours parmi les plus susceptibles de générer des néoformés. Donc, la flèche, en fait, est dans le mauvais sens. Elle devrait être vers le haut, excusez-moi. Et à contrario, les salades 4e gamme sont assez peu à risque de néoformés. En revanche, on voit que pour d'autres produits comme le pain, en fait, le positionnement va dépendre du scénario qui est choisi, mais c'est relativement, on va dire, intermédiaire. Pour le fromage également, mais pour des choses comme les céréales petit déjeuner issues de cuisson-extrusion, qui sont souvent accusées entre guillemets d'être des ultra transformés particulièrement délétères, on voit qu'en fait on est à peu près au milieu de la liste. Et donc pour l'ANSES, il n'est pas possible, à partir des procédés de transformation, de hiérarchiser les aliments pour lesquels on va avoir des risques induits pour la
la santé qui serait spécifiquement plus élevé, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien comment les différents critères vont jouer sur ce poids. Et ça me paraît être quand même une pierre dans le jardin des classifications AUT qui se disent basées sur la transformation et dont on montre qu'en fait, c'est difficile sur des critères issus de la transformation de conduire de telles classifications. Alors ensuite, il y a une analyse des classifications qui est faite dans ces différents rapports. Je vais me focaliser sur Nova parce que c'est de très loin la plus utilisée. Et cette analyse peut se faire selon différents critères. Et le premier, c'est le critère de la transformation, puisque Nova est une classification selon la transformation. Et là, l'avis de l'ANSES est relativement sans appel, puisque pour eux, la notion d'ultra-transformation ne repose ni sur l'intensité, ni sur le nombre d'opérations unitaires. Et donc, en fait, ça n'est pas une classification selon les procédés de transformation. Et en plus, Nova ne tient pas compte des opérations réalisées lors de la préparation domestique, ce que je vous ai montré précédemment. Et ensuite, le second critère, c'est un critère de formulation. Et là, effectivement, l'ANSES est d'accord avec l'agence espagnole pour dire qu'en fait, on a plutôt une classification d'ultra-formulation plutôt qu'une véritable évaluation de l'ultra-transformation. Et il y a un point particulier que je trouve intéressant sur les additifs. En fait, ils sont considérés comme des indicateurs d'une ultra-transformation et on voit bien dans les classifications qui sont faites que c'est vraiment un point primordial, mais en fait la classification se fait sans tenir compte du nombre d'additifs dans un produit, de la quantité d'additifs, ni de leur niveau de danger potentiel pour la santé. Donc c'est quand même un point assez, qui pose question. Ensuite, il y a un autre critère dans le Nova qui est celui de la finalité des produits, des procédés, de la formulation. Nicole a parlé du marketing, etc. Et là, les experts de l'ANSES estiment qu'il y a une très grande part de subjectivité dans l'application de ce critère et qui est imprécis, contradictoire et non cohérent, et donc pas vraiment utile dans une classification. Et enfin, le dernier critère est celui de l'applicabilité et de la reproductibilité. Pour utiliser Nova, il faut avoir les données nécessaires, et donc les recueils de consommation alimentaire n'apportent généralement pas le degré de précision nécessaire pour l'ensemble des aliments, et ça pose un problème pour toutes les études qui ont mis en avant des effets délétères de Nova. Avaient-elles toutes les informations nécessaires pour faire correctement la classification? Et ensuite, le rapport à la fois le rapport de l'ANSES, mais aussi le rapport anglais mentionne les incertitudes sur le degré de concordance entre les évaluateurs. Et donc à ce sujet, je voulais faire un petit aparté sur l'étude que nous avons conduite il y a quelques années maintenant avec Nicole et d'autres scientifiques, qui s'appelle l'étude Robunova. Il s'agissait d'une enquête en ligne dans laquelle nous avons demandé à environ 200 évaluateurs qui étaient des professionnels de l'agroalimentaire à divers titres de classer sur la base de l'information qui est donnée dans la classification Nova un peu plus de 100 aliments emballés avec la liste d'ingrédients, c'était des produits laitiers frais, des produits de panification et des plats préparés, ou bien des aliments génériques, une centaine également, pour lesquels on n'avait pas donné les précisions d'ingrédients, et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans de nombreuses études épidémiologiques qui se basent sur des recueils de consommation alimentaire. Et donc très brièvement, ce que nous avons pu montrer, c'est que en fait, que ce soit pour les aliments emballés ou génériques, le coefficient de corrélation était faible et n'indique qu'une légère concordance, on était à peu près à 0,3. Or, si tous les évaluateurs avaient été d'accord sur tous les aliments, on aurait un coefficient de 1. Et si on avait un système de classification reposant sur un algorithme précis, on aurait abouti à des coefficients de l'ordre de 1 ou très proches. Par exemple, je suis persuadée que si on faisait ce travail avec le Nutri-Score, on aurait des coefficients qui seraient supérieurs à 0,90 ou 0,95. Donc, on a vraiment une question sur l'applicabilité de Nova telle qu'elle est aujourd'hui, telle que cette classification existe aujourd'hui.
Donc là, c'est que la conclusion de l'ANSES sur Nova, c'est que ça n'est pas, c'est plus, c'est une classification davantage fondée sur la formulation qui ne reflète pas rigoureusement le niveau de transformation des aliments. Les critères liés à la formulation ne sont pas suffisamment précis et ne reposent que sur des listes non exhaustives de substances et d'additifs sans notion de danger ou de seuil. Donc on peut avoir des biais de classification et il y a des différentes expressions qui laissent une trop grande marge d'appréciation et ne permettent pas une classification univoque. Donc cette classification, elle ne peut pas servir pour l'ANSES de base à la construction d'outils de prévention tels que des recommandations ou une inclusion dans un mécanisme de catégorisation. Alors c'est également la conclusion du comité anglais, même s'il est un petit peu moins virulent, mais ils identifient les mêmes limites et en plus le fait qu'ils mettent en avant le fait qu'il n'y a pas de relation entre la classification Nova et le contenu nutritionnel et donc pas de cohérence avec les recommandations nutritionnelles, ce qui pose quand même un problème important en matière de santé publique. Et il s'agit de catégories très larges contenant une très grande variété d'aliments. Nicole a dit tout à l'heure rapidement, parce que nous avons peu de temps, mais que quand on creuse certaines des études qui mettent en relation santé et ultra transformés, on voit bien que ce ne sont pas toutes les catégories d'aliments ultra transformés qui sont impliquées. Voilà. Puis après, les Anglais parlent aussi de subjectivité, de manque de clarté et de difficultés d'application dans le cadre des études alimentaires nationales. Ensuite, dans pratiquement tous ces rapports, il y a également une analyse de la littérature scientifique sur la relation entre la consommation d'aliments ultra transformés et la santé. Donc là, l'analyse de l'ANSES, en fait, le point le plus frappant, c'est que leur sélection est extrêmement drastique, puisqu'en fait, ils identifient près de 3000 études et ils n'en retiennent que 10. Alors, ils ont des critères assez stricts, mais voilà, 10, ça fait quand même relativement peu, surtout quand on voit que sur les 10, en fait, il y a 5 études de la cohorte Nutrinet. Voilà, je pense pas que ça soit très important parce que ça ne change pas vraiment la conclusion à mon sens, mais je voulais juste le signaler. Alors cette conclusion après analyse du risque de biais et d'évaluation du poids des preuves. Alors je sais pas trop si vous voyez ici, vous avez les différents indicateurs de santé, le nombre d'études retenues qui est quand même en général très faible entre 1 et 2, et le sens des associations. Donc en fait, à part pour le cancer de la prostate, pour lequel il y a pas d'association mise en évidence, et les cancers de la tête, du cou et les carcinomes hépatocellulaires pour lesquels on peut pas conclure. Pour l'ensemble des autres effets de santé, diabète, surpoids, maladies cardiovasculaires, autres cancers et mortalité totale, on voit qu'il y a une association, c'est-à-dire que dans les personnes qui consomment le plus d'aliments ultra transformés par rapport à celles qui en consomment le moins, ont un risque accru de développer ces pathologies. Le poids des preuves a néanmoins été estimé toujours faible et non estimable dans certains cas. Les Anglais font à peu près la même conclusion en disant qu'il y a des risques accrus d'effets néfastes sur la santé. Donc eux se sont appuyés sur des revues systématiques qui sont elles-mêmes retiennent plus d'éléments, ils ont plus d'études princeps, ils ont donc le même type de conclusion, en indiquant également que la qualité des données disponibles est incertaine et en notant que quasiment tout est fondé sur de l'observation et donc il y a des possibilités de facteurs de confusion ou de covariables qui peuvent ne pas être correctement prises en compte. Voilà. Globalement, les conclusions et les recommandations de l'ANSES, pour terminer, c'est que Nova ne peut pas servir de base à des recommandations ou à une catégorisation, mais que les résultats de la revue de littérature, même si le poids des preuves est faible, sont à considérer, doivent être considérés. Donc, il propose certaines pistes de recherche. Le premier étant de caractériser les éventuels liens de causalité entre les facteurs identifiés et les effets sur la santé. Nicole a évoqué quelques mécanismes possible, et des travaux complémentaires sur les néoformés qui sont effectivement sans doute ce qui est le plus lié à la transformation dans ce concept. Et Benoît Vallée dans la conclusion de ce rapport prend un petit peu de large et
demande également, enfin propose également que l'on travaille sur la présence dans l'offre alimentaire d'aliments à apport énergétique élevé, et les aliments ultra transformés sont plus souvent à apport énergétique élevé que les aliments non ultra transformés. Et puis également que l'on réfléchisse à l'inclusion des conditions de consommation que ce type d'aliment peut favoriser, éventuellement des portions inadaptées, alimentation rapide, une déstructuration temporelle des prises, environnement social, etc. Voilà, donc en conclusion, j'aime bien rappeler que pour l'ANSES, en fait, et pour Benoît Vallée en particulier, il apparaît souhaitable, avant d'envisager le déploiement d'un concept insuffisamment étayé scientifiquement, et je pense que c'est la conclusion qu'on peut aujourd'hui donner, de dresser un bilan des limites des actions menées. Et je vous remercie pour votre attention, en espérant que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci Véronique. Non, tu es à peu près dans les délais. Il n'y a pas beaucoup de remarques dans le chat ou de questions dans le chat. En fait, il n'y en a que 2, donc je vais peut-être les poser. La première est assez technique. Je ne sais pas si on sera en mesure vraiment d'y répondre. Dans quelle catégorie Nova sont classés les ovoproduits liquides ou surgelés? Alors, j'aurais tendance à penser que c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, il faudrait regarder. Je pense que d'après Nova, si on regarde la liste d'ingrédients, en fait, il faudrait vraiment voir la liste d'ingrédients. Oui. Je peux pas répondre comme ça. C'est un peu le principe de Nova, c'est-à-dire qu'on peut pas répondre comme ça. Il faut vraiment regarder. Il faut vraiment regarder, voilà. Et je pense même connaître peut-être nous dire de process s'il y a des choses particulières, mais là, je peux pas répondre. Ok. Et sinon, alors une remarque, c'est alors une question. Étant donné que ces études utilisent Nova pour parler des AEUT, ne devrait-on pas plutôt dire que l'ultra-transformation ne semble avoir que peu d'impact, que l'ultra-formulation, pardon, ne semble avoir que peu d'impact, et que l'ultra-transformation est finalement sans conclusion, voire non étudiée à date? Je suis pas sûre qu'on puisse réellement dire ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de critiques sur Nova parce qu'on ne sait pas tellement ce que ça mesure. Bon, il en reste pas moins qu'on a quand même une convergence d'un ensemble assez important d'études, voilà, qui montre qu'il y a potentiellement une question à se poser. Donc, comme Nova n'est pas vraiment, enfin, je suis pas sûre que Nova soit aussi une classification selon la formulation. Il y a quand même beaucoup de choses dans Nova. Donc peut-être plus aujourd'hui, on peut peut-être plus dire que les aliments ultra formulés sont associés à un risque de santé plus important que les aliments ultra transformés. Si la question c'est de dire est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser le mot ultra formulation que ultra transformation, je serais assez d'accord. Voilà. Ok. Alors ça y est, les questions commencent à arriver là. Donc, on y en a une qui. Vous parlez d'additifs et de produits néoformés, mais parle-t-on de perte de nutriments? Existe-t-il des études? Peut-être qu'on peut renvoyer à la présentation de Gilles pour ça, non? À moins que tu ne. Oui, On ne parle pas trop de nutriments dans la définition de Nova, en tout cas. Non, on ne parle pas de nutriments. C'est une des caractéristiques de Nova de ne pas se poser la question de la nutrition du tout. Ensuite, on peut voir que les aliments dits ultra transformés ont en général une moins bonne qualité nutritionnelle, évaluée selon divers critères. Et on voit aussi, je crois, il y a des études qui montrent que des alimentations riches en aliments ultra transformés sont également moins riches en vitamines, en minéraux, en fibres. Ok, il y a trop de questions, donc je pense qu'on va passer à la présentation de Gilles et puis on va essayer de regrouper peut-être plusieurs questions pour la fin. Bonjour Gilles Tristram, tu vas nous faire une intervention intitulée Impact des technologies de transformation alimentaire. Gilles Tristram est le directeur général de Génopole, qui est le premier bio-cluster français dédié aux biotechnologies. Il est professeur émérite en génie des procédés et c'est l'ancien directeur général d'AgroParisTech. Il était directeur d'AgroParisTech il y a quelques années. Merci Gilles, c'est à toi. Merci Nicole, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un peu un challenge, surtout en 15 minutes, pour essayer de balayer.
Je vais prendre la suite de Véronique avec quelques éléments qui sont bien en phase, en commençant par dire qu'il y a des choses très bien écrites dans le rapport ANSES sur les procédés, et puis quelques éléments avec lesquels je suis un peu en décalage, et donc je vais vous montrer ça. J'ai choisi de commencer avec une diapo que j'aime bien utiliser, qui dit, voilà, depuis une soixantaine d'années, à quoi le monde les entreprises de l'alimentation, parce que c'est vrai pour l'artisanat et la restauration en foyer comme pour l'industrie, ont été amenés à répondre avec la sécurité sanitaire, les questions nutritionnelles, les questions sensorielles, la reformulation d'aliments, et puis aujourd'hui les impacts écologiques. Et donc, il y a une question qui est un peu au cœur de à quoi servent et comment fonctionnent les procédés, qui est de savoir comment on a réussi à faire ça. Alors, peut-être une définition, en tout cas, c'est la mienne dans ce schéma. Vous avez à droite tout ce qui peut être très symbolisé, le système physiologique humain, hein, bouche, digestion, la manière dont ça impacte la physiologie, et puis tout ce qui se passe aussi dans le cerveau, qui est très important. Peut-être que Emmanuel en dira un petit mot tout à l'heure. Et puis, c'est quoi le procédé à partir de ressources majoritairement agricoles? C'est tous les moyens qui confèrent des propriétés à un aliment à partir de cette matière première. Il y a un lien très étroit avec l'énergie. Je vais y revenir tout à l'heure quand on va parler de l'impact, parce que la forme de l'énergie, la nature, la densité d'énergie qu'on va apporter, évidemment, joue un rôle très fort sur la transformation. Quand on détaille un peu tout ça et qu'on ouvre un peu cette boîte noire que je viens de définir, on voit beaucoup de grandes étapes qui se composent en un certain nombre d'opérations unitaires. Donc la première d'entre elles, qui est utilisée à toutes les échelles, c'est celle qu'on appelle le fractionnement, qui consiste en fait en général à déstructurer la matière pour la restructurer après dans ce que l'on va consommer. C'est une opération clé, je vais y revenir tout à l'heure. On formule et puis on transforme par le biais d'opérations unitaires. Donc il y a une classification en 8 grandes classes dans le rapport ANSES qui est intéressante, qui est essentiellement basée sur la forme de l'énergie qui est utilisée pour transformer l'aliment. Il y a plein d'autres classifications des opérations unitaires, mais il y en a au moins une cinquantaine qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont utilisées pour transformer les aliments, chacune des opérations étant couplée à une autre et l'ensemble faisant un procédé. Il ne faut pas oublier deux choses très importantes. Il y a l'usage, c'est-à-dire la manière dont l'aliment va être utilisé à domicile ou au moment où on va le consommer. Et puis, il y a l'opération de conservation qui est dans l'emballage, et notamment pour la question des composés néoformés, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est un rôle très important parce que certaines opérations de transformation sont initiées dans les procédés et continuent pendant le temps de la conservation au sein de l'emballage et peuvent être ensuite magnifiées ou non au moment de l'usage, quand on va par exemple réchauffer un produit ou l'utiliser pour le consommer. Donc pour voir d'une autre manière et puis détailler un petit peu le schéma ANSES qui précise comment les procédés fonctionnent, moi j'utilise le schéma qui est là. On part des aliments simples à gauche, on va vers des aliments plus complexes, plus élaborés qui sont sur la droite, et on passe au milieu via le fractionnement par une étape dans laquelle on peut faire de la séparation de molécules ou de fractions et qu'on va recomposer après dans cette grande étape de formulation-assemblage. Il y a une voie de transformation qui peut aller directement de l'aliment simple à l'aliment plus élaboré. Je ne vais pas commenter toutes les petites flèches qui disent qu'il y a des valeurs économiques et autres qui sont derrière, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais par contre, dans le diagramme que Véronique a utilisé, qui est dans le document CES, que je trouve bien fait, je vais juste vous le présenter après en le modifiant un petit peu. On voit apparaître deux notions importantes. La notion d'ingrédients qui viennent du fractionnement de la matière première ou d'autres matières premières et qui vont entrer dans la formulation. Et puis, l'effet d'ajout d'additifs, d'auxiliaires technologiques qui ont en fait été partie prenante avec les procédés et la meilleure maîtrise de toute la maîtrise des différentes fonctionnalités qu'on attendait de l'aliment au fur et à mesure du temps. Alors, si on détaille un peu ce qui se passe, ben, vous avez les aliments qu'on pourrait appeler Nova classe 1, tels que Nicole l'a défini tout à l'heure, qui sont tout à fait en bas à gauche, les ressources agricoles classiques qui ont besoin d'un minimum de transformation pour être consommés, mais tous les autres produits vont avoir besoin d'être transformés, ne serait-ce que pour être digestibles et pouvoir être métabolisés dans notre système physiologique. Le fait de alors laver, éplucher, parer, couper, fractionner, extraire des fractions donne ces deux notions de fraction qui sont sur le schéma
et qui vont rentrer dans le procédé et dans les opérations avec l'assemblage qui vient derrière et viennent, alors soit de ces fractions directement, c'est toutes les notions de clean label où on prend le même produit et on va le recomposer après pour pouvoir avoir un produit fini, soit par l'intermédiaire de produits qui peuvent venir d'industrie chimique, d'industrie biologique. On va avoir construction d'ingrédients, d'additifs, et tout ça permet de faire un élément extrêmement important, c'est une grande étape dans laquelle on va formuler l'aliment qu'on va transformer. Cette étape de formulation, elle intervient à plein d'étapes dans la chaîne des opérations du procédé, hein. Par exemple, la supplémentation en vitamines, si c'est important, elle peut intervenir au début, elle peut intervenir plus tard, parce que les vitamines vont plus ou moins bien tenir des contraintes du procédé. Et donc, tout cet ensemble-là, qui compose ce qui vient de la matière première, ce qui peut venir d'autres matières premières qu'on associe, ce qui sont des ingrédients externes, des auxiliaires technologiques ou des additifs, vont se mélanger et donner lieu à l'aliment. Évidemment, moi, de ce point de vue-là, travaillant sur les procédés, quand il a été question en 2010 des aliments ultra transformés, ça m'irritait un petit peu parce qu'en fait, une grande partie de la question est très certainement, comme le dit l'ANSES, sur la formulation et ce qu'on peut appeler l'hyperformulation des aliments, mais encore une fois, qui vise à remplir tout un tas de critères sur lesquels je vais revenir. Donc, quand on prend ce schéma-là, en fait, on peut regarder quelles sont les fonctions et ce que le procédé doit créer. Alors, il y a évidemment une question d'accessibilité économique, pratique et autres, je ne vais pas en parler. Il y a un impact qui est lié à toute la question des aliments ultra transformés. Quel est l'impact santé qui est induit par l'aliment qui a suivi tout le process de transformation? Et puis, il y a aussi d'autres impacts directement nutritionnels, un impact environnemental, qui est évidemment très à l'étude en ce moment. Et puis, tout ce qui est en bleu, ce sont une manière de classer les fonctions et les attributs qu'on attend de l'aliment. Donc, évidemment, il y a le sensoriel, il y a la praticité, il y a le côté innovant, mais il y a aussi la sécurité, l'hygiène, le respect d'aliments éthiquables et autres, et puis les données santé, les performances, la question de nutrition, les questions d'allergénicité, de non-toxicité de l'aliment, etc. Et en fait, les procédés essayent de faire tout ça. Peuvent-ils le faire sans qu'il y ait un certain nombre d'étapes de formulation associées, en ajoutant un certain nombre de molécules ou d'éléments qui vont avoir un rôle? C'est toute la partie de la question de qu'est-ce que peuvent être les aliments ultra transformés ou ultra formulés et comment on doit les raisonner. Donc, ce qui est sûr, c'est que la première fonction, c'est de rendre digestible au sens physiologique humain du terme la plupart des aliments. Ça provoque des tas de création de molécules plus ou moins désirables. J'ai donné 2 exemples. Et sans transformation, certaines des molécules dites des produits naturels, des matières premières, ne se vectoriseraient pas dans la physiologie humaine. Ça, c'est un point important. Puis le deuxième, c'est qu'on parle beaucoup des macronutriments dans tout ça, mais il y a aussi toute une question que je vais commenter rapidement sur la structure des aliments qui est construite par le procédé. Alors, j'ai essayé de mettre ça sur ce schéma. En fait, ce que font les procédés, c'est qu'on amène de l'énergie, quelle que soit la forme de l'énergie, ça crée des transferts de chaleur et de matière, même sur les énergies qui sont censées ne pas faire monter en température, il y a des transferts de chaleur, même minimes. Ça génère soit des réactions, soit des changements de structure. Les changements de structure sont très importants au plan sensoriel, parce que c'est eux qui vont créer, à l'échelle des macrostructures, une perception différente d'un aliment à un autre, mais ils sont très importants aussi au plan nutritionnel parce qu'ils permettent de faire franchir la barrière intestinale à un certain nombre de molécules. Donc c'est toute la question de la microstructure et des structures moléculaires qui sont fabriquées lors du procédé et qui ont un rôle évidemment essentiel. Et cette structure et les transferts permettent d'induire des réactions chimiques, biochimiques, biologiques au sein de l'aliment parce qu'on va trouver les conditions importantes. Alors le point premier sur ces réactions, puisque c'est le cœur des composés néoformés qui sont, comme Véronique l'a bien expliqué, une question clé dans les aliments ultra transformés quand on les regarde du point de vue de données épidémiologiques. Ces composés néoformés, d'abord ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Deuxièmement, il y a des opérations qui sont mises en place pour en éliminer lorsqu'ils sont créés. Et troisièmement, ils sont la conséquence de 2 choses. La manière dont les conditions
en général de température, de teneur en eau, qui a un rôle essentiel, et puis de quelques autres composés vont jouer pour permettre ces réactions, mais aussi, et c'est un point très important, de la quantité initiale de réactants, et donc ce qui va permettre de faire croître ou pas les composés. Si vous mettez beaucoup de fructose, vous aurez évidemment des composés qui vont être générés, comme c'est par exemple le cas sur cette diapo, où vous avez l'acrylamide et puis les hydroxymethylfurfural, qui sont deux des exemples très pris dans le rapport ANSES, où vous voyez qu'en fonction des conditions opératoires, on va dégager davantage de ces molécules. On peut les représenter dans des espaces qu'on va appeler nutritionnels comme Saint-Lim, mais je ne vais pas le commenter aujourd'hui. Mais on peut fabriquer aussi, et ça c'est une opération de friture de manioc, des composés qui sont positifs parce qu'ils ont un rôle antioxydant et ils sont aussi générés par l'opération. C'est juste pour illustrer le fait que cette question des composés néoformés est une question complexe où il n'y a pas que des composés négatifs, mais il y a aussi des composés positifs qui peuvent être générés. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'impact une fois qu'on a dit tout ça? Il y a un papier alors il y a une petite erreur de date, le papier de Knorr et Marie-Anne Augustine, c'est 2021, celui que je veux citer, c'est pas 2016, qui dit que la plupart de ce qui est créé est généré par l'énergie, ce qui est évidemment vrai, parce que plus on met d'énergie, plus on va avoir un niveau plus ou moins drastique de traitement, et c'est une des grandes questions de la différence entre ce qui se fait à l'industriel, ce qui se fait à l'artisanal et ce qui se fait à l'échelle domestique, où on n'a pas exactement les mêmes conditions et les mêmes capacités de transfert d'énergie ou de nature de l'énergie qui est transférée. Néanmoins, il y a, et ça a été dit tout à l'heure par Véronique, un certain nombre d'opérations, et c'est cité dans le rapport ANSES, qui à l'échelle artisanale ou à l'échelle domestique ont les mêmes types d'énergie et quantité d'énergie utilisée. Mon avis personnel, c'est que c'est la question plus de la densité d'énergie, c'est-à-dire ce qui est apporté dans un volume donné ou dans une masse de produits qui joue. Mais en tout cas, il y a un point très important là-dessus et qui fait dans l'impact un effet différentiel entre différentes manières d'utiliser les opérations de transformation des produits. Il y a un deuxième lien, je l'ai souligné tout à l'heure, qui est le lien entre la structure et les procédés, puisque le process et les transferts de matière et de chaleur vont fabriquer la structure et la microstructure et favoriser tout un tas de mécanismes, à la fois de transfert, mais aussi de réaction, et ont un impact très clair sur la physiologie humaine et la manière dont on va vectoriser un certain nombre de molécules qui sont positives ou négatives. Il y a aussi des indicateurs d'impact qui sont recherchés. Donc, il y a plusieurs publis. J'ai cité les travaux d'Isabelle Souchon ici, mais il y en a plusieurs qui traitent ça. Il n'y a aucun consensus là-dessus aujourd'hui pour être sûr qu'il y a un élément qui est plus déterminant qu'un autre. Et en fait, il y a une telle diversité de couples, opérations unitaires, procédés d'un côté et matières premières, aliments de l'autre, que c'est très difficile d'avoir un consensus sur des impacts. Et puis, il y a la question des classifications. Je ne reviens pas sur tout ce que a dit Véronique pour les commenter tout à l'heure. En tout cas, tout ça, et c'est du point de vue de la vision des procédés une vraie question, c'est basé soit nutrition, soit santé. On voit apparaître beaucoup d'études en ce moment qui sont basées en parallèle et non concomitantes, à part quelques cas, qui traitent la question du développement durable et de l'impact de ces procédés sur des bilans carbone ou des données liées à la biodiversité et autres qui jouent dans la soutenabilité des opérations. Et pour le moment, il n'y a pas de consensus. Voilà. Et l'autre élément, vu de la façon dont on doit penser les procédés, c'est qu'il n'y en a pas qui suivent vraiment la dynamique du procédé et on a plutôt des observations entrée-sortie sur les procédés. Et du coup, quand on fait l'ingénierie, qu'on imagine comment les procédés doivent évoluer, en absence de données sur ce qui se passe à l'intérieur de ces opérations, c'est difficile. Alors, il y a beaucoup de choses sur la modélisation, etc. Ce n'est pas l'objet de vous en parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un point un peu clé. Alors, pour essayer de conclure ça, un peu de texte, un peu de schéma. Le schéma, j'ai essayé de mettre, issu de travaux publiés antérieurement, au départ sur les procédés, c'est le rectangle qui est en rouge. L'action des procédés, elle est là, elle pilote les deux dimensions qui sont marquées, nutrition, propriété, composition et structure de l'autre côté. J'ai essayé de vous dire que les deux étaient importants.
Et donc, on peut rentrer par cet angle-là des procédés. D'autres études, et c'est un peu l'objet des classifications, rentrent par des études épidémiologiques et des visées de politique publique par ce que j'ai marqué ici, population, qui regarde effectivement des côtés nutrition et santé, mais aussi, parce que c'est une réglementation importante, toute la sécurité sanitaire. Et on peut regarder le point de vue du consommateur qui, lui, va regarder ce qu'il va consommer et il va chercher aussi les propriétés sensorielles, organoleptiques, de praticité qu'il attend de l'aliment qui lui est proposé, etc. Et donc, on voit qu'il y a plein d'entrées là-dedans. Et en fait, avec beaucoup de partialité, évidemment, moi, je pense que c'est le procédé qui est la clé de tout ça, parce que c'est là qu'on construit la capacité à faire tous ces éléments et à faire que tous ces points de vue peuvent être consolidés. Par contre, c'est clair que la transformation, elle installe, avec formulation et procédé, beaucoup de ces propriétés qui sont attendues indispensables et éliminent tout un tas d'éléments. Je n'ai pas parlé comment le procédé, par exemple, peut éliminer des composés qui sont liés aux pratiques agricoles et faire qu'on ne les retrouve pas dans l'aliment qu'on va consommer à la fin. C'est les mêmes mécanismes aux échelles artisanales, domestiques et industrielles. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est vrai qu'il y a quelques opérations qui peuvent être utilisées à l'échelle industrielle ou des auxiliaires technologiques qu'on ne trouve pas à d'autres échelles, mais aujourd'hui, dans la littérature scientifique, dire que ces éléments-là ont un rôle autrement que par l'entrée des données épidémiologiques telles que Nova et les approches des Brésiliens l'avaient proposé en 2010, ça c'est difficile. Le procédé, il a permis de remplir beaucoup des fonctions au cours du temps. Par contre, l'impact reste quelque chose qui est mal référencé. Il n'y a pas de méthode globale. Et donc, du coup, il n'est pas forcément simple d'avoir un discours unique qui va dire que, voilà, il y a des aliments ultra transformés. Pour moi, cette notion-là, depuis le début, elle ne représente pas grand-chose. Encore une fois, parce que à différentes échelles, on retrouve la même chose. Par contre, il y a une vraie question de l'ultra-formulation, et je trouve que c'est très bien que le rapport ANSES ait insisté sur cette dimension-là, parce qu'on n'a pas les outils et les concepts aujourd'hui pour bien étudier l'effet de plein d'ingrédients qu'on met entre eux en mélange et comment ils vont évoluer à l'intérieur d'une opération ou d'une succession d'opérations. Donc, il y a certainement beaucoup de travaux de recherche qui sont nécessaires et peut-être même, au-delà des travaux de recherche, d'avoir les bons concepts pour étudier tous ces mécanismes de réaction au sein des procédés, au sein des produits qui sont véhiculés dans les procédés. Et puis, il y a certainement, et on voit apparaître des travaux là-dessus, d'une spécification de toutes ces questions d'impact en fonction de la nature de l'aliment. Si on a un liquide, si on a un pulvérulent, si on a un solide, si on a un mélange de structures diverses qui font l'aliment, il y a évidemment des choses très particulières qui se passent à la fois dans chacune des phases et aux interfaces quand il y a plusieurs phases qui sont entre elles. Et donc là, il y a aussi beaucoup de méconnaissances aujourd'hui. C'est des sujets très compliqués. Voilà. Et moi, ma conclusion, c'est juste de dire que le procédé, c'est le lieu où on maîtrise la consolidation de tous ces procédés, toutes ces propriétés de l'aliment. Voilà. J'espère que j'ai tenu le temps. Merci. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. On va prendre une première vague qui sont directement liées à ton intervention qui porte sur la transformation. Par exemple, une question, faites-vous la différence entre ultra-formulation et ultra-transformation? À mon sens, les deux peuvent être liés. Ah mince, ça saute. Oh là là! Comment je vais mince, j'y arrive pas, ça saute. Les deux peuvent être liés. La personne donne un exemple précis. Avec un amidon résistant introduit dans une recette qui fait partie de la formulation d'une recette, mais qui est issue du cassage de l'amidon. Voilà, première question sur la transformation. Je vais peut-être t'en donner encore 2, 3. Une personne qui demande, à part l'acrylamide, quels sont d'autres exemples de néoformés négatifs? Et puis, une question sur, finalement, sans transformation, oui, quelque chose que tu as dit qui n'a pas été forcément compris, sans transformation, certaines molécules ne se vectorisent pas. Lesquelles qu'entendez-vous par vectoriser? On va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Je vais tout de suite répondre à cette question-là. En fait, il y a
pas mal de travaux qui montrent que des composés de la matière première qui sont intéressants, des antioxydants, des composés vitamines, etc., sur des fruits ou sur des légumes, ne passent pas la barrière intestinale s'ils ne sont pas soit encapsulés, soit mis on va dire, un certain facteur d'échelle. Et donc, si on ne les transforme pas, ils ne vont pas, ce que j'appelle vectoriser, passer dans le mécanisme physiologique humain. Donc, à ce moment-là, on a besoin de préparer les structures qui permettent de faire ça. C'est vrai aussi pour des personnes qui ont besoin de nutrition particulière, personnes âgées sur le fer, etc., par exemple, où ça ne passe pas. Si on veut simplement supplémenter, il faut avoir une certaine forme pour que ça puisse passer la barrière intestinale et rentrer dans la physiologie. Donc, c'est ça que j'appelle vectoriser. Alors, Véronique dira peut-être mieux que moi tout un tas de molécules qui sont néoformés. En fait, il y a tous les néoformés qui viennent de la présence des lipides, avec des mécanismes d'oxydation et de traitement thermique liés aux lipides. Il y a tous les mécanismes qui viennent des glucides et de la transformation des glucides. Donc, c'est tout le monde des réactions de Maillard, avec là-dedans tout un tas de molécules qui sont très intéressantes parce que gustativement, en couleur, etc., elles ont un rôle, évidemment, ou une attente importante, mais qu'il y a aussi, lié à ça, beaucoup de molécules qui peuvent être moins intéressantes et voire toxiques. Et c'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs les grillages, les grillades, etc., dans la diapositive que Véronique a présentée tout à l'heure sur la classification des opérations. Et puis toutes celles qui peuvent être liées à des protéines, parce qu'il y a un certain nombre de modifications. Au passage, dans les changements qui ne sont pas uniquement des molécules néoformées, mais qui peuvent être aussi des molécules qui, par la transformation, vont s'ouvrir et chimiquement, du point de vue de leur conformation moléculaire, vont s'ouvrir et peuvent lever ou au contraire fermer des épitopes allergènes et autres, et donc faire que les aliments en question, si on ne les transformait pas, ils poseraient problème, mais si on les transforme, dans certains cas, ils peuvent poser problème. Et je suis d'accord que ultraformulation, ultratransformation, c'est lié. Toute la question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ce qui va faire un aliment. Et donc, il y a deux questions, je pense, différentes. Il y a ce qui fait l'aliment parce que on veut obtenir un certain nombre de propriétés en termes de texture, de propriétés sensorielles, de capacité à faire passer des molécules d'impact nutritionnel positif. Et puis, il y a un certain nombre d'autres molécules qui rentrent dans la formulation, qui sont les additifs, les auxiliaires technologiques, qui couvrent beaucoup de gammes. Hein. J'ai plus le chiffre, mais c'est en centaines le nombre de produits qui sont autorisés à être utilisés. Et évidemment, ils permettent de consolider toutes les propriétés qu'on attend de l'aliment quand il est passé dans la chaîne de transformation, y compris domestique à la maison. Et donc, si on ne formule pas avec un certain nombre d'éléments, il faut que le procédé compense. Si on formule avec un certain nombre d'éléments, ingrédients, additifs, etc., il faut que le procédé soit capable de le prendre en compte. Donc les deux sont liés, c'est sûr. Moi, ce que je défends, c'est que c'est au moment du procédé qu'on construit ce consensus de propriété et qu'on va faire que l'aliment, il va respecter à la fois instantanément et sur le futur les propriétés et les attendus qu'on lui donne. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir qu'on passe à la présentation suivante. Malheureusement, je suis désolée pour les personnes auxquelles on n'aura pas répondu. On verra s'il nous reste du temps à la fin. Donc, on va donner la parole à Emmanuel Lefranc pour une intervention intitulée « Aspects sociologiques, compréhension, représentation et attentes des consommateurs sur les aliments ultra-transformés ». Alors, Emmanuelle, elle est docteure en sciences sociales appliquées à la santé et à l'alimentation, aussi diplômée en diététique. Elle est actuellement chercheure postdoctorale à l'Université du Havre et chercheur associée au LAP. Alors, le LAP, c'est le Laboratoire d'anthropologie politique à l'EHESS à Paris. Et elle œuvre dans ses recherches à favoriser un dialogue structurant entre recherche, industrie et collectivité. Emmanuel, la parole est à toi.
Oui, bonjour, bonjour Nicole, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravie de vous présenter là une dimension, donc comme tu viens de le dire Nicole, plus sociologique. On va se poser la question de où en sont les consommateurs par rapport à ce terme d'aliments ultra transformés. Donc, on a mené pour ça une enquête quantitative assez récemment, donc en décembre dernier, au laboratoire d'anthropologie politique, une enquête quantitative en ligne. On a eu donc 1032 répondants validés pour cette enquête. Donc, elle s'est passée, comme je vous le dis, en décembre dernier, dans un contexte, oui, avec la diapositive, ça va mieux, voilà. Dans un contexte médiatique qu'il faut recadrer juste rapidement. Donc, l'avis de l'ANSES n'était pas encore publié. Globalement, on a un nombre de médias abordant le thème de l'ultra-transformation qui n'est pas encore très conséquent dans la littérature médiatique globalement. On note cependant une évolution depuis 2018 et donc une diffusion de ce terme dans les médias de plus en plus et une accélération à partir des années 2020, surtout dans la presse plus grand public. Et on voit que néanmoins, le terme semble encore peu employé par le grand public. Quand on regarde au niveau de ce qui se passe sur Google par rapport aux recherches qui sont faites en regardant sur Google Trends, on voit bien que la courbe en bleu sur le graphique de droite est proche du zéro et ne connaît aucun pic si on le fait. Il concerne donc les recherches concernant l'ultra-transformation. La courbe au-dessus rouge indique les recherches faites pour le terme cancer qui, lui, en rapport, est toujours présent et beaucoup plus important. Également, des enquêtes qualitatives qui ont été faites dans notre équipe montrent également que ce terme d'ultra transformé est peu abordé en enquête avec les entretiens qualitatifs. Alors, on en vient donc tout de suite, je vais vous présenter les principaux résultats de cette enquête. C'est un work in progress, on a une grosse partie de l'analyse qui est encore à faire. Néanmoins, on a quelques éléments à vous livrer tout de suite. Donc, je voudrais commencer avec la première question qu'on a posée dans notre enquête, qui portait donc, lorsqu'on demande aux consommateurs à quoi ils associent spontanément les aliments ultra transformés. Le terme de mauvais ressort majoritairement. Mauvais, malsain, malbouffe. Et le mauvais qui est associé à un danger pour la santé, c'est-à-dire mauvais pour la santé, ou mauvais en termes de goût ou en contradiction avec le bien manger. Voilà ce qui évoque majoritairement ce terme d'ultra transformé. En arrière-plan, on observe l'opposition forte à la naturalité qui semble vraiment structurer cette perception. Et vous me direz, tout cela rappelle largement la critique un peu générique et générale faite à l'égard de l'industriel et des aliments industriels globalement. Alors toutefois, ce qui semble plus spécifique aux ultra transformés, c'est vraiment le fait de citer que les répondants citent les additifs, les conservateurs, comme des termes vraiment qui caractérisent l'ultra-transformation pour eux, avec également cette ambivalence entre à la fois des aliments qui seraient dans le trop, dans l'excès, autant que dans le vide. Alors, le trop d'ingrédients, trop de transformation, trop d'ajouts, et le vide par l'aliment appauvri, pauvre, qui n'apporte rien, etc. Une autre ambivalence importante, c'est celle autour du prix. Autant on peut citer le prix comme quelque chose comme étant trop élevé concernant l'ultra transformé, les aliments ultra transformés, que comme étant un prix, une caractéristique en tant que prix bas. L'ultra transformé comme un produit perçu comme pas cher. Ensuite, donc, on leur a demandé si l'ultra transformation leur inspirait du dégoût. Donc, on leur a demandé de nous citer un ou plusieurs aliments. Alors, c'est pas les questions exactement dans l'ordre du questionnaire, mais voilà. Par la suite, on leur a demandé, pouvez-vous nous citer un ou plusieurs aliments ultra transformés qui vous inspirent du dégoût? Et lorsqu'on les interroge à ce propos, ce qui est assez étonnant et ce que j'ai voulu vous soumettre ici aujourd'hui, c'est le fait que ce sont avant tout les produits à base de chair transformée qui ressortent très fortement. Donc, vous voyez, on a le nuggets
en bas, donc la plus grande colonne, le terme le plus représenté, le nugget. Bon, les plats préparés, là, c'est générique, mais ensuite, on a les raviolis, les surimi, toutes les viandes, hachées ou végétales, la charcuterie, les saucisses, burgers, hachis, steak végétal. Vraiment, tous ces éléments évoquent avant tout la chair. Et ce rejet rappelle bien évidemment, en anthropologie de l'alimentation, en tout cas, le vieux tabou de la viande non identifiable, l'incertitude sur ce que contient réellement la farce ou la préparation à base de viande. Et ça renvoie à une peur alimentaire très ancienne et qui est véritablement très constitutive de notre rapport à l'alimentation, où la transformation de la viande a toujours été un sujet de suspicion, vraiment historiquement très ancré. Je vous ai mis en iconographie la fameuse référence que l'on partage tous culturellement de l'histoire de la mère Michel et du père Lustucru, de la mère Michel qui a perdu son chat et du père Lustucru qui lui a pris pour faire du pâté. Voilà, c'est vraiment un aliment qui a toujours inquiété. Et donc tout ça pour dire que finalement là, on n'a pas forcément un rejet qui est un dégoût qui est spécifique à l'ultra-transformation, bien que cité pour l'ultra-transformation, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'imaginaire et aujourd'hui, peut-être l'ultra-transformation exacerbe ce dégoût, mais je pense qu'elle ne le recouvre pas totalement. Ensuite, nous avons interrogé les personnes sur la question de cherche-t-il à limiter ou non la consommation d'aliments ultra transformés. Alors assez logiquement, après tout ce que l'on vient de voir, de négatif qui est spontanément évoqué chez eux, une majorité des répondants déclarent vouloir limiter leur consommation d'aliments ultra transformés. Alors bien sûr, c'est à pondérer cette question puisque sans nul doute, on a le fameux biais de désirabilité qui doit s'appliquer ici, quand on fait une analyse par CSP, ça va dans le sens d'appuyer cette interprétation, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que les classes supérieures sont plus nombreuses en proportion à déclarer avoir une intention de vouloir limiter la consommation d'AUT. Or, on sait que, bien évidemment, dans les classes supérieures, on a une propension à vouloir être dans une démonstration de ce qu'il faut faire, de ce qui est distinguant et moralement admis. Donc, on voit comment ce rejet de l'ultra transformé s'impose également comme une forme de norme partagée et du bien se comporter en termes sanitaires. Alors, les avantages perçus et les freins à la limitation des AUT. En effet, on a deux dimensions qui sont citées, qui viennent freiner en fait la volonté de limiter la consommation des AUT par les consommateurs. Et ils en ont conscience, ils le déclarent. Quand on leur demande de citer ce qu'ils considèrent comme des avantages à consommer des AUT, eh bien, ils répondent que c'est avant tout le fait qu'ils permettent de se préparer à manger rapidement et le plaisir qu'on a en les consommant. Alors, j'ai envie de dire heureusement, puisqu'il me semble que les industriels font tous les efforts possibles pour formuler des produits qui répondent à cette attente des consommateurs, qui est de se faire plaisir en mangeant et aussi d'avoir une alimentation qui se prête à notre vie moderne et puisse être préparée rapidement. Donc là, il y a une conformation. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce rapport au plaisir. On a demandé aux gens, donc à nos répondants, de nous citer des AUT qu'ils avaient l'habitude de consommer. Et pour chaque AUT, on leur a demandé ensuite d'appliquer une note de plaisir à cet aliment. Et ensuite, dans ce graphique, j'ai séparé d'un côté les personnes qui déclarent ne pas vouloir limiter leur consommation d'AUT. Et sur la droite, vous voyez plutôt ceux qui déclarent vouloir limiter leur consommation d'AUT. Alors, si on regarde sur la colonne de gauche, on voit que en plus foncé au-dessus, sur 64% de ceux qui déclarent ne pas vouloir limiter, ils sont en majorité à avoir une note de plaisir sur leur alimentation qui est entre 7 et 10 sur 10. Donc, ils ont fortement du plaisir à consommer les AUT qu'ils citent.
sur la colonne de droite ceux qui sont à la fois déclarent vouloir limiter leur consommation d'AUT, donc sont plus dans quelque chose de moralement vouloir s'imposer une limite. Eux sont seulement 39% à déclarer un plaisir important, ce qui est quand même conséquent. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que cela montre que le rapport aux AUT est ambivalent. On les critique tout en les appréciant et ils génèrent chez une majorité de consommateurs de notre échantillon un plaisir qui serait peut-être subversif et coupable et une relation non apaisée à l'alimentation, à leur consommation d'AUT. Alors que la majorité des répondants déclarent vouloir limiter leur consommation d'aliments ultra-transformés et les qualifient donc plutôt négativement, on observe que la transformation des aliments est loin d'être un critère déterminant dans leur choix alimentaire. Quand on leur demande, lorsque vous achetez un produit alimentaire, dans quelle mesure estimez-vous important chacun des critères suivants, les premiers critères cités et regardés largement sont la fraîcheur du produit, la qualité gustative du produit et le prix. Suivi ensuite de la naturalité, au sens de absence de produits chimiques. Et ce n'est qu'ensuite que des éléments comme la composition nutritionnelle, la liste des ingrédients ou encore les procédés de transformation entrent en compte. Cela pose une question importante. Donc on voit les procédés de transformation, c'est la 4e ligne en partant du bas. Voilà. Donc cela pose une question importante. Comment les consommateurs pensent-ils l'ultra-transformation et quels aliments perçoivent-ils comme ultra-transformés selon quels critères? Donc, si on leur pose la question avez-vous l'habitude de consommer des aliments ultra-transformés, on leur a donné la possibilité de déclarer « je ne sais pas ce qui est un aliment ultra-transformé, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre ». Donc, globalement, sur notre échantillon, on a seulement 4% des individus qui coche, je ne sais pas ce qui est un aliment ultra transformé. Une large majorité, 54% déclarent ne pas avoir l'habitude de consommer des aliments ultra transformés contre 42% déclarant en consommer. Il faut prêter attention ici également au biais de désirabilité qui peut être actif dans ces chiffres. Mais ce qu'on va retenir ici principalement, c'est le fait que seulement 4% déclarent ne pas savoir ce qu'est un AUT. Si on continue, on peut se poser la question, les 96% qui donc savent ce qu'est un AUT, savent-ils pour autant réellement ce que c'est? Alors on leur demande, pouvez-vous nous citer un ou plusieurs aliments ultra transformés que vous avez l'habitude de consommer? Donc déjà ça nous donne une indication puisque 84% d'entre eux sont capables de citer au moins un aliment qu'ils considèrent comme un AUT et qu'ils consomment habituellement. Cette question nous permet également d'accéder directement à ce que les individus catégorisent comme étant un AUT et qu'ils consomment. Donc apparaissent là largement la pizza, les biscuits. Alors c'est la 2e ligne, je suis désolée, le titre, le mot n'apparaît pas sur la slide. Mais donc on a la pizza, les biscuits, et enfin les nuggets, les plats préparés, les plats cuisinés. Donc avec certainement l'évocation de la rapidité de préparation. Les raviolis, les cordons bleus, les céréales, le jambon sont considérés comme des AUT et consommés. Et également les boissons sont évoquées avec le soda notamment. Et on a le terme industriel qui est souvent apposé à tous ces termes. Donc diapo suivante. Voilà. On leur a montré des images d'aliments industriels et donc on leur a posé la question suivante. Donc là, je vous ai mis la forme analytique de la question. Les individus voyaient uniquement l'image de l'aliment. Bien évidemment pas le score Nova à côté. Ça, je l'ai rajouté pour vous présenter les résultats. Il y a quelqu'un qui fait bouger mes diapos, il me semble. Pardon. Donc, on leur a montré des images d'aliments industriels. Ah, voilà, on va rester sur cette diapo-là, s'il vous plaît. On leur a montré des aliments, donc des images d'aliments industriels, et on leur a posé la question suivante. Les critères de définition des aliments ultra transformés font aujourd'hui débat. Selon votre propre opinion, diriez-vous pour chacun des aliments suivants s'il s'agit d'un aliment ultra transformé?
Alors, on leur a permis de répondre soit oui, et j'en suis certain, avec la colonne de gauche en bleu foncé, oui, mais néanmoins, j'ai un doute. La colonne du milieu, non, je ne sais pas si c'est un aliment ultra transformé. Et sur la droite, en bleu ciel et bleu très clair, c'est la possibilité de dire oui, non, ce n'est pas un aliment ultra transformé, et j'en suis sûre, ou non, et non, mais j'ai des doutes. On voulait voir s'il y avait vraiment un engagement certain ou si justement il y avait des hésitations. Donc, le premier constat qu'on peut faire sur l'ensemble des aliments qu'on leur a proposés, alors je ne vous les ai pas tous mis ici, bien sûr, on en a proposé 20, ils ont en gros 17 sur 20 à leur examen si l'on se réfère au score NOVA. Parce que nous, pour nos analyses, on a pris Open Food Facts et on est allé voir quelles notes étaient appliquées globalement aux aliments qui pouvaient ressembler à ce qu'il y a à l'image. Donc, soit les personnes donc on leur a demandé finalement de distinguer soit la catégorie 1, 2, 3 du NOVA ou la catégorie, donc en tant que non-AUT, soit la catégorie 4 en tant qu'AUT. Donc, on n'a pas du tout évoqué le score NOVA quand on a posé notre question, vous avez bien vu. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces aliments, donc haricots verts en boîte, le lait, ils sont tout de suite classés dans les non-AUT, comme vous voyez à la fin de ce petit cadre. Donc, il y a très peu d'erreurs, très peu d'hésitation. La barre énergétique hyperprotéinée, elle est classée en AUT sans hésitation. Les crèmes dessert au chocolat également sans hésitation. Et le steak végétal également sans hésitation. Je vais passer cette fois-ci à la diapo suivante. Je vous ai mis ici 4 aliments, en revanche, où la frontière est plus floue. Les aliments semblent source d'ambiguïté. On voit que les colonnes centrales sont beaucoup plus élevées. L'hésitation est beaucoup plus forte. Et dans ces catégories d'aliments, si globalement les répondants sont capables de bien catégoriser les aliments ultra transformés, donc ces produits-là semblent avoir plus d'hésitation et d'ambiguïté. Les doutes apparaissent particulièrement pour les aliments liés à l'enfance. Par exemple, ici, je vous ai mis le lait de croissance, qui est souvent perçu plutôt comme protecteur, et donc que les gens classent comme un non-AUT, alors que le score NOVA est le 4 actuellement. Les aliments associés à la santé ou au healthy, par exemple, les galettes de riz qui sont classées en AUT par les répondants, alors qu'au niveau NOVA, on est sur du NOVA 3. Et les produits traditionnels ou à l'image artisanale, comme par exemple la confiture, qui est classée comme un non-AUT, alors qu'elle a un score NOVA 4 globalement sur cette catégorie de produits. Et ensuite, on a les aliments qui sont dits de base. Alors là, je vous ai mis le sucre blanc raffiné. Alors, est-ce que c'est le côté raffiné qui leur fait douter, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est perçu comme transformé, mais pas nécessairement comme ultra transformé, ce qui génère il y a une confusion sur ce sucre. Ces ambiguïtés montrent en tout cas que la catégorisation des AUT n'est pas toujours évidente. Or, un aliment qui est difficile à classer, c'est un aliment on sait qu'il peut être aussi difficile, enfin en tout cas générer de l'inquiétude chez le consommateur. Ma diapo de conclusion pour finir. Donc globalement, on a une appropriation de la notion par le consommateur et une connaissance profane qui semble cohérente. Petit rappel par rapport à NOVA, c'est une classification qui a été faite en santé publique et qui a été aussi élaborée pour une compréhension aisée sur un gradient de perception de la naturalité du fait maison et de l'industriel de manière très très vulgarisée, bien sûr, et qui permet apparemment, en tout cas, la manière dont les personnes répondent très largement de 17 réponses bonnes sur 20, montre peut-être cette aisance à pouvoir classer en conformité avec ce type de classification. Il y a une perception toutefois ambivalente, car on a un rejet global des aliments ultra transformés d'un point de vue moral, mais une reconnaissance de leurs avantages
et une affection même par rapport à ces produits, que nous allons poursuivre nos analyses dans ce sens-là, sur la praticité et le plaisir à la consommation. La transformation en tant que telle n'est pas un critère déterminant dans leurs choix alimentaires pour le moment, ça c'est intéressant aussi de le noter. Il y a un enjeu réel de catégorisation et de clarification. Certains aliments sont évidents à classer, d'autres sont sujets à débat, comme on vient de le voir. Et puis, je voulais souligner un possible effet paradoxal, peut-être, en effet, en ciblant si on devait cibler les aliments ultra transformés par un étiquetage, la critique pourrait indirectement peut-être réhabiliter d'autres produits industriels non ultra transformés et valoriser certains apports de l'industrie alimentaire qui aujourd'hui sont encore sous le joug de la critique, alors que celle-ci pourrait être finalement plus pondérée. Voilà pour ces quelques éléments, et je serais contente de répondre à vos questions si jamais il y en a. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais te les donner en vrac et puis peut-être que tu réorganiseras. Une personne qui fait remarquer que le steak végétal n'est pas à base de viande alors qu'il est listé parmi tous les produits justement oui, nuggets et compagnie. Une autre qui demande si le prix, en fait, est-ce que le prix ne serait pas perçu aussi comme un avantage des AUT au même titre que le plaisir et la praticité. Après, une question sur le profil sociodémographique des participants à l'étude que tu as présentée. Et une question sur est-ce que vous avez étudié la perception sur les AUT bio, donc la combinaison des deux caractéristiques. Et enfin, une question sur est-ce que c'est compréhensible pour un consommateur d'avoir Nova 4 sur une confiture. Et je m'arrêterai là. Oui, alors effectivement, la remarque sur le steak végétal, bien sûr, j'ai parlé de la chair et du simili-chair, en fait, hein, effectivement, de chair simili-chair animale. Le steak végétal, alors, est peut-être pas forcément, effectivement, associé au dégoût pour la viande, mais alors c'est intéressant de voir tout ce qui est végétal. À chaque fois, on n'a vraiment aucun doute sur le fait que c'est un AUT, et c'est largement cité comme AUT, ça c'est clair. Et effectivement, oui, je suis allée un peu rapidement, mais c'est intéressant de voir que le fait même de devoir reproduire la viande peut susciter aussi le dégoût, être associé au dégoût pour la chair. Donc ça, c'est assez. Il y a des choses à essayer de comprendre, de démêler sur ce steak végétal. Le profil socio-démographique. On a une représentation proche de la population française, donc on a une bonne répartition en fait des trois grandes classes CSP. Donc on va pouvoir également faire des analyses en termes en dissociant les réponses par CSP à chacune des questions de notre enquête. Donc on est très proche, voilà, d'une représentation d'une population représentative de la population française. L'AUT bio, non, effectivement, on n'a pas exploré pour le moment cette question. Il y a des travaux il y a eu des publications sur ce sujet qui sont très intéressants. Et je pense qu'effectivement, c'est une des ambivalences qu'il faut réussir à cerner entre le rejet de l'AUT et le fait que l'AUT soit bio, comment les choses sont perçues, sur quels critères l'AUT bio peut être plus ou moins bien accepté, qu'est-ce qui va être néanmoins problématique sur cette. Globalement, on a quand même des personnes qui ont apparemment une compréhension tout de même assez fine des labels et des catégories et des nominations que l'on peut appliquer aux aliments. Il y avait une autre question, la deuxième que tu m'as citée. Sur le prix. Ah oui, sur le prix, pardon. Oui, très certainement, le prix doit effectivement être quelque chose qui ressort, mais c'est pas majoritaire pour le de ce qu'on a pu pour le moment analyser. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que
quand c'est cité, il y a justement cette ambivalence sur le fait que ça peut être autant spontanément quelque chose qui est éloigné car vient augmenter le prix du panier, comme quelque chose qui est cité comme un aliment pas cher, bas de gamme. Donc il y a vraiment alors là certainement on a également une analyse à faire en termes de CSP et en termes de niveau de budget attribué à l'alimentation pour voir en fonction de la manière dont pour expliquer en fait cette ambivalence sur le prix à quel niveau elle se situe et elle s'explique. Est-ce que l'étude sera disponible? Alors oui, dès que les analyses seront terminées, nous publierons un article récapitulatif de nos résultats. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de prendre encore 10 minutes pour aller jusqu'à 12h30 parce qu'on a encore des questions quand même assez intéressantes qui ont été posées plus en amont. Notamment quelqu'un qui demande « Est-ce que la perte de matrice alimentaire peut contribuer au lien avec la santé ?» Véronique? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que ça fait partie des hypothèses qui pourraient éventuellement contribuer à expliquer un éventuel effet néfaste des ultra-transformés. En fait, la question de la matrice alimentaire et de ses effets sur la santé, c'est une question qui est très complexe. Hein. Gilles l'a dit plus ou moins, mais effectivement, il y a des modifications de la matrice alimentaire qui sont liées au process, ça c'est absolument évident, et c'est tantôt favorable, par exemple, s'il y a des tas de produits alimentaires, si on ne les cuit pas, si on ne les processe pas, en fait, ils sont juste pas digestibles. Donc il y a certains process qui permettent d'éliminer des toxiques. A contrario, dans certains cas, il peut y avoir effectivement des modifications qui sont moins favorables. Donc, par exemple, les produits à base d'amidon cuits dans des conditions humides vont en fait déstructurer l'amidon, le rendre beaucoup plus digestible rapidement, et donc favoriser des pics de glucose qui, à terme, peuvent augmenter la résistance à l'insuline et à terme du diabète, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraisemblablement sans effet dans l'effet matrice, et surtout beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc l'effet matrice, c'est un effet important. Mesurer sa participation dans un effet potentiellement délétère des aliments ultra-transformés, c'est vraiment compliqué. Merci Véronique. Alors il y a une question aussi. L'effet des AUP n'est-il pas un marqueur socio-économique avec d'autres conséquences peu prises en compte dans les études? Activité physique, suivi médical, 3 petits points. Donc ça pose la question des facteurs de confusion dans les études épidémiologiques. On peut répondre peut-être rapidement aussi là-dessus, Véronique. Oui, ça c'est la grande question de toutes les études épidémiologiques. Hein. Alors, je pense qu'il y a quand même, dans les études qui sont les mieux faites, il y a quand même beaucoup de facteurs confondants qui sont pris en compte, et l'activité physique en général, mais pas toujours. Le suivi médical, je ne pense pas. En revanche, en général, le niveau socio-économique peut l'être. Dans certaines études, ça va l'être, dans l'autre, ça l'est pas. C'est ça qui est également très compliqué, c'est-à-dire que en fait, les études ne prennent pas en compte les mêmes facteurs confondants, et donc c'est ce qui n'est sans doute. La question c'est est-ce que le milieu socio-économique est vraiment le seul facteur qui peut expliquer des comportements différents vis-à-vis de l'alimentation? C'est sans doute pas vrai. Enfin, je pense qu'Emmanuel peut répondre. Donc c'est pas, on n'a peut-être pas les mesures aussi pour rentrer les facteurs confondants qu'il faudrait rentrer. Mais ça c'est pas uniquement vrai pour les ultra transformés, mais pour toutes les études d'alimentation santé en fait. Très bien, merci. Peut-être une question pour Gilles, ou oui, Gilles, peut-être tu peux dire quelque chose. Que penser du label fait maison en restauration? Il faut que je réponde au plan marketing. Non, enfin, ce qui est clair, et c'est un des messages que
Nova ou certaines autres classifications veulent passer, c'est-à-dire qu'on peut tout faire et mieux à la maison et qu'on prend moins de risques, etc. Voilà, donc quand on dit fait maison, en fait, ça veut dire qu'on va utiliser a priori des matières premières, si on prend un restaurant quelconque, hein, collectif ou classique hors foyer, qu'on a approvisionné. Mais ça ne dit pas qu'on n'a pas utilisé un certain nombre d'ingrédients, d'additifs, d'auxiliaires technologiques pour faire la transformation, puisqu'ils sont disponibles pas que à l'échelle industrielle. Donc le fait maison garantit que c'est fait sur place, mais il ne dit rien d'autre que ça. Voilà. Donc ça peut rentrer dans les aliments ultra transformés, dans une des classes Nova, comme ça peut très bien être un système qui serait Nova 1 ou 2. Voilà. Donc ça ne dit rien sur AUT en tout cas. Très bien, merci. Nicole, au sujet des œufs, là, j'ai regardé les œufs liquides, c'est du Nova 1. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est en fait des œufs qui sont cassés, qui sont mélangés, qui sont pasteurisés. Tout ça, c'est du Nova 1. D'accord. Bah, merci d'avoir regardé. Une question pour Emmanuel. En fait, peut-être deux questions en une. Une question, quelqu'un qui dit « Des consommateurs sont quand même très attentifs à la liste des ingrédients en 4e position, apparemment. » Et puis plus largement, en fait, quelqu'un qui voudrait relier ça à Yuka et la relation avec l'impact des applications comme Yuka. Oui, alors effectivement, la liste des ingrédients, alors on ne sait pas si c'est dans une démarche de vérifier si on va vers de l'ultra transformé. Alors on sait que les consommateurs sont quand même de plus en plus attentifs au nombre d'ingrédients. C'est un indicateur qui semble être pris en charge. Donc peut-être que ça explique qu'on voit cette liste d'ingrédients apparaître effectivement assez en haut de notre classement. Effectivement. Ensuite, pour la deuxième question, donc c'était sur Yuka. Avec Yuka, est-ce que Yuka, Yuka, donc là pour l'utilisation des applications, on a demandé donc dans notre enquête, effectivement, on a peu de répondants qui disent utiliser déjà une application globalement pour leur choix d'alimentaire ou quand ils font leurs courses. On est aux alentours, j'ai pas le chiffre précis, excusez-moi, sous les yeux, mais on est aux alentours de 30% des répondants qui déclarent utiliser une application déjà. Très peu sont connus. Yuka fait partie de celles qui sont utilisées. Donc là, ça peut être effectivement quelque chose à questionner. Est-ce que l'utilisation d'une application peut se prêter ou non à l'information réelle des consommateurs, étant donné qu'il y a finalement encore peu de prise en main. Il faut qu'on regarde bien évidemment l'effet générationnel sur ce type d'utilisation. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Ben, je vous remercie, je vous remercie tous les trois. Merci aussi à tous ceux qui se sont connectés. Je vais prendre encore quelques minutes pour faire un mot de conclusion, si vous voulez encore rester là. Emmanuel, tu nous as appris que en fait les AUT induisent chez beaucoup de consommateurs un plaisir coupable. Et c'est peut-être dû ou enfin à mettre en relation avec le caractère anxiogène du ton adopté dans certains médias pour en parler. On a vu ces derniers jours l'émission sur Arte et aussi une émission sur France Inter qui sont pas forcément rassurantes. Et donc pour faire un peu le contrepoint par rapport à ça et pour rester dans la ligne et l'esprit de l'Institut Positive Food, je voudrais vous proposer de garder en mémoire plutôt quelques messages positifs
Donc, Gilles a rappelé que la transformation permet de rendre digestibles les aliments, de prolonger leur conservation, d'améliorer leur sécurité sanitaire et souvent même nutritionnelle, et de faciliter leur usage tout en réduisant le gaspillage. Et puis, si elle provoque la création de molécules plus ou moins désirables, elle peut conduire aussi à la formation de molécules très désirables, comme il l'a écrit. Emmanuel nous a appris finalement que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la critique des AUT pourrait indirectement réhabiliter les produits industriels non AUT. Et donc, ça valoriserait ainsi certains apports de l'industrialisation alimentaire, donc aussi un point plutôt intéressant. Et Véronique a rappelé que l'ANSES a souligné dans son rapport l'importance des recommandations de consommation alimentaire plutôt que le déploiement d'un concept que l'avis de l'ANSES considère comme insuffisamment étayé sur le plan scientifique. Donc, j'en profite pour dire qu'il semblerait donc que les mots-clés de la nutrition qui ont toujours été diversité, modération, équilibre, eh bien, sont toujours d'actualité et peut-être même plus que jamais. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire de l'Institut Positive Food. Merci.